Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour un nouveau numéro de Parlons Sport. Ce soir, ce sont les sports collectifs qui sont à l'honneur avec du volleyball, du handball et du football, représentés respectivement par Madame Nadia Boutmak. Madame, bonsoir, une ancienne volleyeuse. Oui, exactement. Ravie que vous soyez ici parmi nous ce soir. Merci. Voilà. Salima Benhamouda, une ancienne handballeuse. Bonsoir. Ravi d'être parmi vous et merci pour l'invitation. Et puis pour la partie football, nous aurons avec nous M. Nsardine Gemrich, qui est président de l'Association nationale des éducateurs de football. Bonsoir. Bonsoir. Ravi d'être parmi vous. Alors, on ne va pas tarder. Nous avons pour habitude dans cette émission d'offrir, disons, des cadeaux pour nos invités. Donc, juste le jingle et on passe aux cadeaux. Voilà, donc nous allons commencer par une séquence handball avec vous, donc Madame Salima Benhamouda. Oui. On va d'abord voir ces images, puis vous nous direz qu'est-ce que ça vous fait de les voir. On regarde. Voilà, donc c'était en 78, c'est bien ça? C'était en 78. C'était les préparatifs pour les Jeux africains. Donc, vous y étiez, hein? Bien sûr, j'ai participé. Vous étiez le numéro 14. Absolument, je portais le numéro 14 et on a joué lors de ces Jeux africains qui se sont déroulés en Algérie, à la salle Harsha. C'était de très beaux souvenirs du fait qu'on a été médaillé d'or à ces Jeux et c'était un exploit pour nous vu les moyens, le peu de moyens qu'on avait, justement, etc. on va revenir sur... Donc c'était vraiment un exploit pour une équipe nationale féminine d'en arriver là, franchement. Donc, très bien, en tout cas, c'est un cadeau qui vous plaît, j'espère. Ah ben oui, c'est un très beau cadeau. Eh bien tant mieux, puisque c'était le but. On va maintenant passer au cadeau de Madame Nadia Boutmak. Alors on va d'abord voir ces images et on revient juste après. Voilà, donc c'était les Jeux méditerranéens en 75. Oui. Et c'était pour les préparatifs pour les Jeux africains de 78. Et vous y avez participé? Oui, bien oui, sûr. absolument. Voilà. Oui. Donc j'estime que c'est un bon cadeau pour vous aussi. Ah oui, oui, voilà. Absolument. Oui. Ouais. C'est des images... de bons souvenirs, de très bons souvenirs. D'ailleurs, c'est un peu le but de l'émission. Oui, Nous de très essayons un peu de revenir... Heureusement qu'il y a le Covid. Hein.
pour meubler le vide. Joli le confinement, joli jeu de mots, même si je vous avouerai que nous faisons de notre mieux je à chaque sais fois que pour oui, rendre vous hommage avez aux anciens et tout. Oui, oui. Et donc nous allons passer à la séquence football avec notre ami Nsardine Gmrich. Nous allons d'abord voir, il s'agit d'une ancienne gloire du football national. On regarde. Celui qui portait alors le numéro 6 lors de ce match historique entre l'équipe nationale algérienne de football et le club fétiche de Pelé, le FC Santos, n'est autre que Mustapha Siridi, que nous avons retrouvé plus de 50 ans après chez lui à Guelma. Il nous raconte cet épisode de sa longue carrière de footballeur avec son club de toujours, l'Espérance de Guelma, et de cet échange de maillots avec le roi du football, le Brésilien Edson Arantes do Nascimento. En 69. 69 في واحد Ahora. عمارة Saïd Amara. c'était une entraîneur et la veille il est machin tu sais comment jouer avec le Brésil qui dit le Brésil il dit Pelé qui dit Pelé dit Brésil ce qui tu vas le marquer Vous allez le marquer. وانا Tête de la sentinelle. وانا j'ai pas souhaité يقولها لي j'ai pas souhaité يقولها لي يخلعني surtout à Blanc tu vois خفت يرمي لك بتي بون. les joueurs meilleurs du monde de tous les temps قلت لك تروحي à moi de jouer Vous l'avez muselé. عطاني l'essentiel le maillot كيما يكمل كان بيتضح يصير الضرب السفلى قلت له هنا قدامك جاي بتضحك باش الشعب يضحك شويه قلت له هنا قدامك ناحيه عطاني المايو. Sacré Tiwa, comme on l'appelle communément à Guelma, ce sobriquet qui colle à la peau de Mustapha Siridi depuis des lustres. C'est une autre histoire. Il le porte depuis un certain voyage en Afrique avec les Verts de l'équipe nationale. Voilà, Siridi qui est un peu fatigué, mais nous avons tout de même tenu à lui rendre hommage grâce à cette rencontre réalisée par notre ami Majid Benkassi, que nous remercions d'ailleurs. Alors, ça vous fait quoi de voir Ah oui, c'est un très beau souvenir, hein, parce que c'est une ancienne gloire. Hein, une ancienne gloire, qui est le fait de se remémorer des moments très intenses. Hein, quand on sait qu'il a été appelé à marquer Pelé. Très élégant dans son jeu, etc. Donc ça ne peut qu'apporter un plus aux futures générations. Donc nos remerciements pour ce beau reportage. Hein. Très bien. Merci à vous surtout. Alors, vous êtes président de l'Association nationale des éducateurs de football. Pour ceux qui ne connaissent pas cette association, c'est quoi comme... Bon, cette association, elle a été créée en 2014. D'accord. 2014, un dossier qui a été déposé au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc le dossier a été déposé en 2014. Oui, 2014. Voilà. Nous avons obtenu l'agrément en 2019. Qu'est-ce qui a fait que ça a traîné autant? Bon, c'est le traitement des dossiers. Bon, quand on dépose au niveau du ministère de l'Intérieur, on ne te remet pas, contrairement à la réglementation qui précise qu'on doit être destinataire d'un récépissé de dépôt, puis après c'est l'enquête, puis après tout un parcours de combattants, chose qui nous a bloqué. Dommage, toutes ces années, oui, on aurait pu gagner tout ce temps pour la promotion du football et du sport algérien. Et je rappelle qu'il y a eu des initiatives avant, mais qui n'ont pas abouti. Oui, la différence, nous, on a bien géré le dossier. Hein, parce que vous savez que quand on fait une assemblée constitutive, il y a tout un dossier, il y a le cas judiciaire, il y a les renseignements, le huissier de justice. Généralement, dans la gestion des dossiers, ils ne prennent pas en considération tous ces les aspects. Donc, pratiquement, quand la différence, on a tout mis le jour même de l'événement. Et puis, c'était un nombre restreint, à 46 membres de l'Assemblée constitutive. À 100%, c'est des entraîneurs qui sont diplômés par le ministère de la Jeunesse et du Sport et la Fédération.
L'objectif, c'était à ce que cette assemblée ou cette association puisse protéger et améliorer un petit peu le métier de l'entraîneur, d'une manière générale, et du footballeur en particulier. Parce qu'il faut savoir que les entraîneurs ont été un certain nombre d'années marginalisés, mahgourés, mis à l'écart pour certains entraîneurs et des sportifs de haut niveau, des footballeurs de haut niveau, à savoir, comme on disait tout à l'heure, l'année 1975, on peut citer Ali Mesroud, Rabet, Yahi, des footballeurs qui ont honoré l'Algérie et qui se retrouvent après une longue carrière très riche, marginalisés. C'était la mission, et c'est la mission de notre association de valoriser ce métier avec nos partenaires tels que le ministère de la Jeunesse et du Sport et la Fédération. Alors, je rappelle que normalement les entraîneurs doivent exister dans le bureau fédéral. C'est une instruction de la FIFA et de la CAF qui n'a jamais été appliquée avant. Ah oui, c'est une instruction de la FIFA et de la Confédération africaine. Malheureusement, en Algérie, elle a été marginalisée pour des considérations que à eux de nous expliquer pourquoi toute cette période, ils ont marginalisé cette disposition réglementaire de la FIFA et de la CAF. Et qui ne peut qu'apporter un plus Bien au sûr, football national. à ce que ces entraîneurs, ces arbitres, ces anciens athlètes puissent se retrouver dans une assemblée générale pour, améliorer leur discipline, qui est le football, et défendre leurs intérêts. On sait pertinemment qu'une assemblée générale, si l'entraîneur il n'est pas représenté, il est représenté par d'autres personnes. Nous, on représente 3000 entraîneurs au niveau national et au niveau international. Toute cette composante, si elle n'est pas prise en considération. Donc, dans votre association, pardon, il y a même les entraîneurs algériens qui entraînent à l'étranger? Ah oui, nous avons en France, par exemple, il y a plus de 700 entraîneurs algériens. Aux États-Unis, au Canada, on a plus de 30, mais c'est des gens qui font le bonheur du football à l'étranger. Qui n'ont pas été recensés avant? Ils ne sont pas recensés. D'accord. Ils ne sont pas recensés, ils ne sont pas identifiés, ils sont dans la nature, ils font le bonheur du sport canadien, ils peuvent apporter un plus à l'Algérie. Cette composante, elle est identifiée, ils sont rassemblés, ils sont des adhérents au niveau de notre association. Et c'est pour cela qu'on a eu un très bon contact avec l'actuelle fédération, disons qu'ils ont donné leur accord favorable, l'avis favorable, pour être représentés au niveau de l'Assemblée générale, mais on attend un petit peu la validation de l'Assemblée générale. Mais je me pose la question, pourquoi attendre valider, puisque c'est un droit, puisque ça rentre dans... Ça devrait être systématique. Bien sûr, ça devrait être systématique et permettre à l'entraîneur d'être représenté, permettre à l'entraîneur de structurer ce métier, parce que notre métier n'est pas structuré, il est anarchique. Très bien. Justement, nous allons revenir sur les missions de cette association, mais avant cela, je me retourne vers vous, Madame Nadia Boutmak, pour vous poser une question toute simple. Quel regard portez-vous sur le volley d'une manière générale et le volleyball féminin en Algérie aujourd'hui? Aujourd'hui, à part l'équipe Bougie, il y a Bougie maintenant qui est une bonne équipe. Il y a les pétroliers aussi, avec Sonatrach, c'est ça. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Alors, Béjaïa, c'est une exception. Oui, Bougie aussi. Bougie, côté sport féminin, c'est vraiment une région qui fait exception. Absolument. Oui, voilà. C'est une ville pépinière de volley féminin. D'accord, alors je reviens un peu sur votre carrière. Vous êtes une pionnière, vous avez débuté le volleyball dans les années... Les années 69. Début des années 70, 69-70, voilà. Oui, à Blida. C'était facile de pratiquer du volleyball? C'était pas facile parce que Blida, c'est une ville quand même conservatrice. Et c'est grâce à M. Ben Omar et M. Alili et M. Hasni que j'ai fait du volley, même avec mes coéquipières. C'est grâce à M. Ben Omar qui était voisin et qui connaissait mes parents. Bon, il m'a dit, est-ce que tu veux faire du volley? J'ai dit oui, il faut demander à mes parents. Mes parents, ils ont acquiescé. C'est comme ça que je suis rentrée au volley. Et il y avait aussi le FASU, il y avait le sport scolaire aussi.
Là, on faisait des... Alors justement, le FASU, c'était le sport de masse. Oui. C'est de là que l'élite, il y avait des gens de la fédération ou bien de la DGS, j'en sais rien, qui venaient assister soit au niveau des rencontres de lycée, ou bien au niveau des rencontres entre l'USMB, quand on jouait dans le club. Et c'est là où ils voyaient, ils prenaient les gens potentiels pour l'équipe nationale. Alors je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait que 2 clubs de volleyball féminin. Alors il y avait le Blida NAD, et il y avait le NAD. Il y avait le NAD et l'USM Blida. Il a fallu attendre peut-être les années. Après, il y a eu le Mouloudia et Bougie. Oui. Voilà, et Les Bédia. bougiottes. Voilà. Voilà. Et vous avez ça en commun avec elle? Vous avez été découverte comme ça Absolument, absolument. C'est dans le toujours sport, dans le sport scolaire. J'insiste pour le sport scolaire parce que c'est la base. Et donc, on nous repérait carrément au niveau du CEM. Moi, j'avais 13 ans, 14 ans. Quand on est venu, on m'a repéré parce qu'il y a des spécialistes en FEST, comme monsieur l'a bien dit tout à l'heure, qui repèrent les potentialités. Même en étant jeune, même on n'a pas on n'a pas la technique qu'il faut là, mais on sent que c'est un futur athlète, de par son élégance, de par sa taille, de par ses gestes, aptitudes physiques, ses aptitudes physiques. Et bien sûr, c'est au niveau du FASU, comme elle vient de le dire. Il y avait une fédération de sport scolaire et universitaire. Et c'est là qu'émergeaient les futurs athlètes et les potentialités de l'époque. Oui. Alors, la particularité avec vous, Madame Selima Ben Hamouda, c'est que vous venez d'une famille qui est exclusivement sportive. Alors, Absolument. on n'a pas le droit de ne pas faire du sport quand on fait partie de la famille Ben Hamouda. Oui, donc vous êtes trois frères, 3 sœurs, tous versés dans le sport. Tous versés dans le sport et dans le haut niveau. Oui. On a tous été alors c'est le volleyball et le handball, c'est bien ça? Dans les 2 disciplines. Les 3 garçons, avec moi-même, on était dans le handball. Et mes 2 sœurs, que Nadia connaît bien, Hassiba et Nassima, elles étaient dans le volleyball. Donc, en famille, on était 6 internationaux. Donc, chaque 2 ou 3 avait sa propre époque. En fait, ça débutait depuis 78. J'étais avec mon frère Yahya. On avait fait les Jeux africains de 78. On a été médaillés d'or. On a fait les championnats du monde en 79. C'était un grand honneur pour nous aussi. On a fait les Jeux de Split, on a fait pas mal de... On a eu quand même des résultats. On a honoré notre pays quand même à l'époque où il n'y avait pas tellement de moyens. Avec les moyens de bord, on était très, très simple. Oui, mais on connaissait la valeur du pays, la valeur de la... On avait beaucoup... Vous jouiez pour ça, justement. On jouait pour les couleurs. Voilà. Les couleurs, pas pour vous faire de l'argent. Non, ça pour nous, c'était pas... Absolument. On aimait notre pays. Voilà. On l'aime toujours. Depuis votre retraite, je crois que vous avez pris votre retraite, disons, 84-85. Oui. Est-ce que vous avez réfléchi un peu à la question de savoir qu'est-ce qui a fait que vous êtes tous versés dans... C'est vos parents? Bien sûr, il y a l'apport des parents qui est très important. D'accord. La chose la plus importante était que c'est vrai qu'on était doués pour être sportifs, mais les parents ne nous laissaient pas faire uniquement du sport, mais on a pu concilier et le sport et les études. On a fait tous des études supérieures, c'est-à-dire sport de performance et études universitaires. C'était la condition. Je ne partais à l'entraînement que si j'ai fait mes devoirs. Que ce soit pour mon frère Yahya, que ce soit pour Hassiba ou Nassima. On est tous... D'ailleurs, j'ai des frères et sœurs qui ont fait du professionnalisme. Nassima, la volleyeuse, elle a joué en France, elle a été master en électronique informatique. Mon frère Yahya, qui est né, il a un cabinet d'expertise comptable, il est même commissaire aux comptes. Moi-même, j'ai fait des études en statistique planification. Hassiba aussi qui est en volleyball, gynécologue. En tout cas, beaucoup. Il faut concilier les deux. En tout cas, beaucoup de choses ont changé depuis, puisque on a du mal maintenant à trouver des sportifs qui arrivent à allier sport et études. Parfois, ils font le choix d'aller vers une carrière sportive au détriment de leurs études. Alors, l'actualité nationale, c'est aussi cette réunion du COA, et je voudrais bien avoir votre avis, Monsieur Nsardine Gemerish, sur ça. Alors, un mois après le départ de Mustafa Barraf, le bureau exécutif du comité olympique algérien s'est réuni jeudi dernier sous la présidence de l'intérimaire Mohamed Merija. Une réunion où il a été question de faire le point sur la situation
administrative et financière du comité olympique algérien donc, et se projeter sur les opérations de l'instance en prévision des échéances futures. Alors c'est une réunion à laquelle a assisté notre ami Mokhtar Hammani et cette réunion, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette réunion justement, Monsieur Gemrich. Oui, oui, j'ai entendu. Bon, c'est une réunion normale, tout à fait normale, qui ont des échéances... Bien dans des conditions un peu anormales, hein, puisque après le départ de... Non, tout est anormal en Algérie, toutes les disciplines. Il n'y a pas une école comité olympique. Il y a la fédération de football, il y a le basket, il y a le handball. C'est le sport en général. Le sport en général qui est malade. Tout à fait. Donc, il y a déjà un comité de réflexion qui est présidé par Agon Azdin qui réfléchit sur un petit peu la refonte du sport en général. Tout le monde se plaint. En Algérie, bon, je parle du domaine dans lequel vous êtes, oui. Donc tout le monde se plaint et il y a des problèmes à différents niveaux. Il y a lieu, donc même le ministère, on a l'impression qu'on est devenu des pompiers. Il y a du feu partout. Oui. Donc, il faut parler à l'urgence. Donc pour parler du comité olympique, moi je pense que c'est une démarche tout à fait normale. Le bureau doit se réunir. Il y a une vacance de l'ancien président du comité olympique, donc il y a lieu de se préparer pour la future assemblée élective, au même titre que toutes les fédérations, l'ensemble des fédérations. Le point qui se pose maintenant, à charge au ministère d'être le garant de l'application de la réglementation et aussi le garant de vérifier si les compétences algériennes sont bien représentées dans ces institutions sportives. C'est un point important sur lequel je voudrais justement revenir. Alors après la démission de Mostafa Berraf, l'intérim a été assuré par Mohamed Meridja. On écoute justement Mohamed Meridja, il était au micro de notre ami Mokhtar Hammani. Ça fait presque un mois que je suis président. Déjà, on a fait un travail au niveau de l'administration du comité olympique. Donc, on a fait entrer tous les trucs administratifs et finances. Donc, tout est rentré dans l'ordre au niveau du comité olympique. Ça fait presque pendant un mois qu'on a fait un travail collégial avec toute l'équipe de l'administration et finances. Donc je pense que dans cette situation, il n'y a aucun problème au niveau du comité olympique. Par contre, au niveau du bureau exécutif, la réunion d'aujourd'hui, donc il y a eu des thèmes qu'il fallait les prendre en charge. Par exemple, si je prends cas par cas, je prends exemple la somme d'argent que tout le monde parle de 1 million de dollars. Donc tout a été réglé au niveau de notre comité olympique. On a parlé un petit peu sur la solidarité olympique, des problèmes qu'il y a eu par rapport à des bourses au niveau des fédérations. Donc on a pris des décisions que chaque athlète, celui qui a une bourse, donc automatiquement, il vient s'approcher avec le directeur responsable des bourses, c'est Ammar Benarbia. Donc tout a été réglé, on a cité tous les noms, qu'ils ont eu des problèmes. Maintenant, je pense que tout a été prêt pour que chaque athlète puisse reprendre l'entraînement avec la bourse que le comité olympique donne. Voilà, donc les athlètes apparemment sont invités à se rapprocher du comité olympique algérien pour leur bourse justement. C'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle pour eux, pour qu'ils puissent justement se consacrer à leur préparation. Donc si je vais intervenir à donner mon point de vue, point de vue, étant donné que j'ai eu l'expérience et j'ai vu des études et des différentes préparations. Mais je rappelle que vous êtes passé par le comité olympique algérien. Ouais, j'étais membre, j'étais porte-parole du comité olympique et j'ai fait des études même en Allemagne. Donc l'athlète de haut niveau, c'est un programme de 10 ans. Moi, je suis dans la gêne d'entendre qu'on est en train de réfléchir à la veille d'une année ou de 2 ans d'une bourse de préparation. C'est très court. Non, c'est très court et c'est pas faisable. Au plan méthodologique, c'est pas faisable. Quand il y a un athlète que tu le prépares pour le haut niveau, pour une préparation olympique, le minimum, c'est un plan carrière. C'est trouver un plan carrière. Et puis après, vous avez le plan olympique. Cela veut dire, au plan de l'infrastructure, de l'encadrement et des finances, tout doit être préparé.
venir aujourd'hui parler de préparation, des moyens, etc., je pense qu'il y a déjà un dysfonctionnement au départ. Donc l'athlète ne peut pas atteindre sa performance. Si on a des athlètes de haut niveau, qu'on les prépare au minimum, c'est-à-dire le strict minimum, c'est de tout préparer 10 ans après, 10 ans avant. Oui. Allège, la performance, ça nécessite des conditions de performance. Si tu cherches une médaille d'or, Jeux méditerranéens ou Jeux olympiques ou championnats du monde, il doit y avoir des conditions performantes. Les conditions performantes, quelles sont? C'est le finance, c'est même l'administration. Si vous avez une administration qui boite, ils ne peuvent pas suivre en matière de dossiers. Ça peut être un frein. Donc l'infrastructure, l'encadrement de qualité, encadrement technique, médical, si tout ça n'est pas préparé une dizaine d'années, à la limite au moins un plan olympique, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Tout à fait. Donc ça, c'est un appel au ministère de mettre fin au bricolage, de mettre fin d'arrêter de naviguer à vue. De naviguer à vue, toujours à la veille. Ouais. Les Jeux olympiques il y a 2 ans, ou les Jeux méditerranéens aussi, et quand on vient aujourd'hui parler de préparation au plan financier, au plan infrastructure, déjà, on n'est pas aux normes des exigences de la performance. Tout à fait. Alors, pour fermer cette parenthèse comité olympique, on écoute d'abord notre ami Mohamed Medidja qui s'exprimait quant à une éventuelle candidature de sa part pour la présidence de ce comité. On l'écoute. Actuellement, on est toujours en confinement. Donc, pour le moment, il n'y a pas une décision qui a été prise. Mais dès qu'il n'y a plus ça, donc je pense qu'on va... Moi, je préfère aller le plus rapide possible pour terminer ces élections. Et moi, je ne suis pas candidat, ni de... Je ne peux pas être candidat. J'ai mes raisons, j'ai ma famille, et j'habite à Londres. Pour moi, c'est très difficile d'être candidat. Mais pas... possible cette année? Pardon? C'est-à-dire le plus rapidement possible? Le plus rapide possible. Si le déconfinement, ça termine ils vont dire dans une semaine, ça ne va pas tarder au maximum 20 jours, au maximum 1 mois, on va faire les élections. Voilà, donc on l'a bien compris, il ne sera pas candidat. Voilà, c'est ce qui le met dans une situation plutôt confortable pour préparer justement cette élection. Alors, je voulais revenir vers vous. Est-ce que vous aussi, toutes les deux, vous avez été victime de cette politique un peu aléatoire, de naviguer à vue, il n'y a pas de stratégie, ou est-ce qu'à votre époque, justement, les choses se passaient beaucoup mieux qu'aujourd'hui? Ah oui, nous, on était au niveau du terrain, on se préoccupait de rien. Absolument. Ah oui. On faisait nos études, on avait le transport, on était bien pris en charge. On arrivait, on déposait nos affaires, on descendait s'entraîner, on remontait se doucher, après on allait manger. On faisait l'entraînement très quotidien. Oui. Alors, en vous écoutant, la même période. Voilà, en vous écoutant parler, on penserait presque que vous étiez plus professionnel à l'époque que maintenant. Alors, oui, maintenant, je confirme. Alors, de nos jours, on parle du professionnalisme que dans son aspect financier. Mais voilà, mais maintenant. Moi, je confirme. Oui. À l'époque, je disais à monsieur, on n'avait pas tellement de moyens. Électronique, technologique, tout était manuel. Sauf qu'il y avait tout un staff derrière nous. Il y avait toute une préparation derrière nous. On avait un entraîneur qui faisait le papa, le frère, l'ami, le confident, le psychologue, tout ce que vous voulez. C'était une famille. Oui, et le plus important, c'est qu'on nous a amenés pour vivre ensemble. Lors des Jeux africains, 2 années auparavant, on était toutes réunis, tous, même les garçons. Même les garçons. On était tous garçons, on était ensemble. Confinés. Et on ne souciait de rien. On n'avait que l'objectif final qui était la médaille d'or des Jeux africains et d'élever le drapeau algérien. On était combatifs. Voilà. Donc c'est l'amour du pays qui a fait qu'on a été jusqu'au bout. Et on n'avait pas de technicien, ni de docteur, ni de spécialistes à l'époque. Il y avait des profs de PS. Il y avait notre entraîneur, M. Doudi. Il y avait les médecins, M. Belagouila. Donc c'était. On n'avait pas de Aliassambe, on n'avait pas de médecin. Il y avait M. Hassani, M. Alili. Voilà. C'est eux qui faisaient. M. Ben Omar pour la condition physique, c'est tout. Très bien. Alors,
On parlait de confinement, de déconfinement. Il y a aussi une question qui revient pratiquement tous les jours, c'est y aura-t-il ou pas reprise du championnat national de football? Malheureusement, on parle plus de football que des autres disciplines. Parce que c'est le sport roi en Algérie. Donc nous sommes toujours dans l'attente de voir plus clair quant à la reprise ou pas du championnat national de football, avec cette cacophonie à laquelle nous assistons ces derniers temps, notamment de la part de la Fédération et de la Ligue professionnelle du football. Une situation qui coïncide avec un mandat olympique qui est arrivé à terme pour l'ensemble des fédérations sportives algériennes. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a saisi ces instances dans la soirée de lundi pour le leur rappeler en annonçant au passage qu'il est formellement interdit de procéder à la moindre modification dans leur règlement intérieur à l'approche des assemblées générales électives. Alors, c'est un point que vous ne partagez pas vraiment avec le ministère, apparemment. Non, je ne partage pas. C'est-à-dire, à ce qu'à la tutelle, le ministère de la Jeunesse et du Sport, c'est-à-dire faire une correspondance, interdire sans pour autant bien réfléchir intelligemment, je pense qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Qui ne va pas. Ah oui, qui ne va pas. Parce que les statuts des différentes fédérations, ils ont été faits sur mesure à un certain moment, il y a quelques années. Oui. Ils ont exclu les cadres du sport, ils ont exclu les compétences. Donc, venir aujourd'hui dire que la fédération n'a pas le droit d'introduire des modifications, quelles sont ces modifications? Ces modifications, c'est de permettre aux entraîneurs d'être membres de l'Assemblée générale. Vous avez 3000 entraîneurs. Oui. Vous avez à peu près 2000 clubs. Dans les 2000 clubs, ils sont encadrés par des entraîneurs. Si ces entraîneurs n'ont pas un espace où ils s'expriment dans leur famille, comment voulez-vous que le sport ou le football en particulier va évoluer? Donc je pense que ça, au ministère de permettre, par exemple, quand on limite l'âge du président de la fédération à 70 ans, comme c'est le cas dans la FIFA et la CAF, pourquoi le permettre en Algérie? Si cette modification, elle est la bienvenue. Donc, il peut devenir membre d'honneur de la fédération et permettre à cette jeunesse, puisque c'est une directive du président de la République, permettre à cette jeunesse d'intégrer et de postuler pour les postes de responsabilité. La fédération algérienne de football, elle a demandé, elle a limité l'âge de candidats à la présidence. Je peux aller très loin, même exiger le niveau universitaire. On ne peut pas permettre à n'importe quelle personne d'un niveau très bas pour présider une fédération, une institution nationale et représenter l'Algérie à l'étranger. Il ne maîtrise ni les langues, ni l'aspect de la discipline. Oui. Donc, je pense qu'il y a aussi une disposition autre. Les cadres qui sont formés par l'État. Ils sont exclus. Avant, il y avait la possibilité du ministère, il injectait, il intègre directement à l'Assemblée générale un pourcentage de cadres du sport. L'État, il forme des cadres du sport à un prix très élevé et on constate qu'ils n'ont pas la possibilité d'intégrer les institutions. Ça, c'est une disposition aussi de la Fédération algérienne de football où le président peut intégrer des compétences de différents domaines, comptabilité, statistique, médecine, etc. Ça ne peut qu'apporter un plus au bureau. Donc vous êtes pour qu'il y ait des modifications, pour peu qu'elles soient encadrées. Sous le regard du ministère. Le ministère a un droit de regard par rapport à ces modifications. S'adapter aux orientations de la présidence. Très bien. Disons qu'il faut permettre à la compétence, aux universités, d'intégrer, d'avoir leur place. On ne peut pas former des gens. Et de l'autre côté, on ferme les portes. Maintenant, le renouvellement des fédérations pose réellement problème. Et bien, au plan statutaire, la fédération a le droit de faire des modifications. Mais maintenant, comment faire les modifications? Dans quel but? Ça, c'est sur le regard du ministère de la Jeunesse. Très bien. Alors, justement, quand il parle de la marginalisation des compétences, vous, depuis l'arrêt de vos carrières, toutes les deux, est-ce que vous ne vous sentez pas oublié? Est-ce qu'il arrive qu'on vienne comme ça vous consulter, vu que vous êtes pionnière quelque part dans vos disciplines? Est-ce qu'on pense à vous? Est-ce qu'on vient vers vous? Jamais. Jamais. Et là, je suis ici parce que j'ai une amie, Nadia Lafri, qui est copine avec la journaliste. Et comme Nadia Lafri ne peut pas venir, elle lui a dit j'étais jeune en équipe nationale, je ne faisais pas partie de l'équipe rentrante, mais j'ai une amie, je peux vous donner ses coordonnées. C'est comme ça que j'ai atterri ici. Et c'est tant mieux.
Oui, c'est tant mieux. Oui. Et je dis c'est sympa d'avoir pensé à moi aussi. Oui. Mais sinon, on est oublié absolument, surtout le volley. Hein. Ah, le volley, Mskin, c'est le parent pauvre du sport. Hein. Oui. Le volley plus féminin. Oui, féminin. Il faut rajouter le féminin. Ouais. C'est pareil, depuis qu'on a arrêté le sport de performance, et on a été vraiment, on a honoré notre pays. Et depuis, Vous sentiez que vous pouviez justement apporter oui, quelque chose. absolument. mais on absolument. a arrêté à un jeune âge. Oui, Moi, on était 23 jeunes, ans, j'ai 22, arrêté. 23 ans. C'est là où on a acquis de l'expérience. Ah, oui. C'est là où on a commencé à voir mieux ce que c'est que le handball, parce qu'on a été au championnat du monde, on a vu le sport au niveau mondial, c'est pas rien qu'africain. C'est là où on pouvait donner, mais alors depuis, personne ne nous a appelé. Bon, heureusement qu'on a fait des études pour travailler, pour subvenir à nos besoins, etc. Parce que si on avait uniquement pris... Mais indépendamment de l'aspect financier, hein, moi je parle de la frustration. Non, la frustration, Voilà. elle est là. Voilà, c'est Personne ne beaucoup de fait appel à frustration. vous. Écoutez, il y a des équipes nationales féminines pendant des générations. Ça fait 40 ans, nous, on a été championnes d'Afrique. On aurait pu nous appeler même pour un apport psychologique. Avec Voilà, ou bien nous honorer, je ne sais pas, de temps en temps, on a quand il y a quand une... même, les handballeuses, on a été honorées grâce à l'amicale des handballeurs. Je tiens à le souligner avec le président. Oui, quand vous rendez hommage comme ça, c'est bien. Mais moi, j'aurais voulu que vous soyez, par exemple, dans les fédérations. Ah, dans les fédérations, jamais. Par exemple. Pas rien du tout. Voilà, c'est les statuts, justement. Les Ouais, on va... Des anciens athlètes qui ont honoré le handball ou le volleyball se retrouvent exclus. Et puis, tu retrouves dans l'Assemblée générale la composante des gens qui n'ont rien à voir avec le handball ou le volleyball. Mais parce que c'est des statuts qui ont été réalisés sur un costume sur mesure. Maintenant, à charge au ministère de faire des instructions ou de demander des modifications pour permettre à ces anciennes gloires de faire partie. Donc la FIFA a demandé qu'il y ait dans le bureau fédéral 2 femmes. Où est le problème? Au contraire, cette disposition, elle est la bienvenue. Elle demande à ce que les entraîneurs soient représentés. C'est une bonne chose. Elle demande à ce que l'âge limite, c'est 70 ans. Ça se fait au niveau de la FIFA, de la CAF. Pourquoi le refuser en Algérie? Et ceci va permettre à une jeunesse de postuler. Et celui qui est arrivé à 70 ans ou plus peut se permettre de rester maintenant en tant que membre de consultant, et il va s'enraciner, il prend le lait. Il va avoir un titre honorifique. On a eu de l'expérience, on a vécu des expériences, on a 10 mandats ou 15 mandats, mais maintenant si on veut une Algérie nouvelle, il vaut mieux s'ouvrir. faire des modifications dans les statuts. Tout à fait, on l'a compris. Alors, parlons sport, c'est aussi l'actualité internationale. Et l'actualité internationale est dominée par le retour du football d'une manière générale sur le continent européen. On regarde. De semaine en semaine, le foot reprend ses droits en Europe. Ainsi, en Allemagne, la Bundesliga tire à sa fin avec un nouveau sacre qui se profile pour les camarades de la Coupe d'Allemagne. Il affrontera le Bayer Leverkusen le 4 juin à Berlin. En Espagne, après le derby sévillon qui a marqué jeudi 11 juin la reprise du championnat espagnol, le Barça a rejoué à son tour en Liga ce samedi en signant une nette victoire. Le FC Barcelone a réussi son grand retour face à Majorque 4-0. Après 98 jours sans match, le sextuple Ballon d'Or argentin est réapparu sur le terrain sans barbe avec un look rappelant le Messi de 2015 et a inscrit le 4e et dernier but de la belle soirée de retour Blaugrana pour donner un peu d'air aux siens sur le toit du championnat d'Espagne avec 61 points. Enfin en Italie, et après plus de 3 mois d'arrêt des compétitions à cause de l'épidémie, l'Italie a retrouvé son football avec le match Juventus AC Milan vendredi. La vieille dame s'est qualifiée pour la finale de la Coupe nationale. Pas de but et un spectacle moyen, voilà le bilan du match entre la Juventus et l'AC Milan pour la demi-finale retour de la Coupe d'Italie. Ce match signifiait surtout le retour du football dans le pays. La vieille dame et les rossoneri n'ont pas fait mieux qu'un 0-0 à Turin, un score suffisant pour la Juventus pour aller en finale de la Coupe nationale après le match aller, un but partout. La Juve affrontera en finale Naples qui a préservé le bénéfice de sa victoire à l'aller à Giuseppe Meazza, 1-0 pour se qualifier pour la finale en obtenant un nul, un but partout contre l'Inter samedi. Alors, ça parle football, donc je vais me retourner vers vous, Monsieur Gemerich. Vous m'aviez parlé tout à l'heure, dans le cadre de votre association, de choses qui sont faites par rapport au laboratoire de recherche, et on aurait pu les exploiter justement dans cet aspect-là de reprise ou pas du championnat national. Vous parlez rapidement, vous parlez de football allemand, il faut savoir qu'en Allemagne, il y a plus de 7 millions de licenciés.
Il y a à raison un licencié en Algérie, un licencié pour 300 habitants. En Allemagne, un licencié pour 7 habitants. C'est énorme. Donc la différence est énorme. Donc c'est toute une préparation, tout un programme. Pour revenir concernant le Covid-19, nous organisons en collaboration avec la Fédération algérienne de football et le laboratoire de recherche de Msila, un congrès international sur la reprise des entraînements et des compétitions. Comment on doit reprendre les modalités pour sortir avec un protocole. Et on va permettre à un certain nombre de pays d'exposer un petit peu leurs expériences. Voilà la bonne initiative, c'est la relation entre l'ANEF, l'association des entraîneurs de football, la fédération et le laboratoire de recherche qui est financé par l'enseignement supérieur, qui ont des laboratoires de recherche, des équipes de recherche, c'est des docteurs, c'est des enseignants-chercheurs. Et cette conjugaison ne peut apporter un plus pour le football algérien. Ces laboratoires n'ont jamais été valorisés. Pratiquement, si on ne s'intéresse pas à la question, on n'entendrait presque pas parler du tout de ces laboratoires de recherche. On entend, mais c'est une compétence perdue. C'est une compétence perdue et marginalisée. Voulu ou non, ça j'ignore. Mais il faut savoir que nous avons à peu près 25 établissements d'éducation physique en Algérie. Et dans les 25 établissements, chaque établissement dispose de laboratoires de recherche et des équipes de recherche. Chaque équipe de recherche, elle est composée de 6 à 12 enseignants, chercheurs. Donc vous multipliez par les 25 établissements, par le nombre de laboratoires, vous voyez toute cette compétence et qui est financée par l'enseignement supérieur, et que la mission de Taham, c'est d'apporter des solutions au sport algérien, au football en particulier. Cette situation, elle a été comprise par l'actuelle fédération. Le président de la fédération, je sais qu'il y a des problèmes de partout, mais nous, on a affaire avec des structures. On traite avec des structures. S'il y a quelque chose de positif, on se lance. Indépendamment des personnes. Indépendamment, la fédération a accepté de parrainer, de contribuer à ce congrès international. Ils ont accepté à ce que ces recommandations soient récoltées et transmises au ministère de la Jeunesse et du Sport. Et là, le ministère de la Jeunesse et du Sport et le ministère de la Santé vont avoir une banque de données d'un certain nombre de pays. Et ça ne peut que fortifier et puis donner la possibilité aux enseignants-chercheurs d'exprimer un petit peu leurs connaissances et leur savoir et de le mettre à la disposition dans le monde professionnel, ce qui n'a jamais existé Maintenant, il y a cette possibilité et on est en train de marcher la main dans la main. Très bien. Alors, il y a eu d'autres informations à travers le monde concernant le sport. Elles sont résumées en bref. On regarde. Gulaouan d'Azerbaïdjan, déjà reporté de Singapour le 20 septembre et du Japon le 11 octobre, sont annulés en conséquence de la pandémie de nouveau coronavirus, ont annoncé les organisateurs vendredi. Ces décisions ont été prises en raison des différents défis auxquels nos promoteurs sont confrontés dans ces pays, explique le promoteur de la F1 Formula 1 dans un communiqué. À Singapour et en Azerbaïdjan, les délais nécessaires à la construction des circuits urbains rendent impossible l'organisation de ces événements en période d'incertitude. Et au Japon, les actuels restrictions sur les voyages ont également conduit à la décision de ne pas maintenir la course. La saison de F1 qui aurait dû débuter mi-mars en Australie démarrera le 5 juillet en Autriche pour une série de 8 courses en Europe entre juillet et septembre à huis clos avec des effectifs réduits sur le paddock et suivant un protocole sanitaire strict. Dans son communiqué, Formula 1 assure croire toujours en son projet d'avoir entre 15 et 18 courses d'ici la fin de saison à Abu Dhabi à la mi-décembre et espère publier le calendrier finalisé avant le début de saison en Autriche. La deuxième édition du Dakar en Arabie Saoudite du 3 au 15 janvier 2021 proposera une boucle autour de Jeddah dans les terres puis le long de la côte selon le parcours dévoilé jeudi par son organisateur ASO. Le rallye raid conduira ses concurrents d'abord vers l'est puis vers le nord avec une journée de repos à Hail au centre le 9 janvier avant de redescendre le long de la mer Rouge. Figureront au programme des 12 jours de course conçus comme Tour des déserts, la traditionnelle étape marathon sans assistance mécanique extérieure le soir venu et 2 étapes en boucle. Après le décès cette année de 2 motards, le portugais Paulo Gonçalves et le néerlandais Edwin Straver, la sécurité des motos et des quads fera aussi partie des leitmotifs de cette 43e édition. Le port du gilet airbag sera obligatoire dans les catégories les plus vulnérables. Des alertes sonores préviendront les pilotes qu'ils approchent d'un danger et leur vitesse pourra être limitée à 90 km/h dans certaines zones à risque.
Jugé à Paris pour corruption, l'ancien patron mondial de l'athlétisme, Lamine Diack, a assumé jeudi la décision de retarder des sanctions contre des Russes dopés pour sauver sa fédération de la faillite. Mais il s'est tenu à l'écart des aspects les plus sulfureux de l'affaire, notamment de son fils Papa Massata, grand absent du procès. Au bout de cette troisième journée d'audience sur 6, Lamine Diack a notamment démenti avoir sollicité du pouvoir russe un financement pour contribuer à la défaite au Sénégal du président sortant de l'époque, Abdoulaye Wade, contrairement à ce qu'il a dit durant l'enquête. J'ai 87 ans, je peux encore me regarder 5 minutes dans la glace. Je n'ai jamais demandé d'argent à quelqu'un, a-t-il assuré, questionné par son avocat. Depuis lundi, le Sénégalais est jugé avec 5 autres personnes, dont seulement 2 répondent présents, pour avoir permis de retarder des procédures disciplinaires contre des athlètes russes soupçonnés de dopage sanguin fin 2011. Le tout sur fond de négociations avec un sponsor et un diffuseur russe avant les mondiaux de Moscou 2013. Roger Federer, détenteur du record de sacre en Grand Chelem, a été réopéré du genou droit dernièrement et ne fera son retour sur le circuit qu'en 2021, annonce-t-il mercredi sur les réseaux sociaux. Il y a quelques semaines, ayant connu du retard au cours de ma rééducation initiale, j'ai dû subir une nouvelle arthroscopie rapide à mon genou droit, écrit Federer, qui va fêter ses 39 ans début août sur Twitter. Maintenant, comme je l'avais fait avant la saison 2017, je prévois de prendre le temps nécessaire pour être 100% prêt à jouer à mon meilleur niveau. Les fans et le circuit vont beaucoup me manquer, mais j'ai hâte de revoir tout le monde au début de la saison 2021, poursuit-il. Opéré une première fois de ce même genou le 19 février dernier, l'ex numéro 1 mondial, actuellement numéro 4, prévoyait initialement de revenir sur les cours pour la saison sur l'herbe fin juin. En février dernier, l'UEFA a annoncé l'exclusion pendant 2 saisons des compétitions européennes de Manchester City. Les Citizens sont en effet accusés d'avoir enfreint les règles du fair play financier. Le champion d'Angleterre, qui a vu son appel examiné par le TAS ces dernières heures, espère évidemment être blanchi dans cette affaire. Ce mercredi, le tribunal arbitral du sport a révélé que l'audience d'appel effectuée en visioconférence depuis lundi était désormais terminée. Par le biais d'un communiqué officiel, l'instance basée à Lausanne a confirmé que Manchester City serait avisé de la décision définitive lors de la première moitié du mois de juillet. Les pensionnaires de l'Ittihad Stadium vont-ils échapper à la sanction prononcée par la commission de contrôle financier des clubs? Réponse dans quelques semaines. Voilà, une information qui intéresserait les fans de Riyad Mahrez, puisqu'il joue à Manchester City, et Dieu seul sait combien ils sont nombreux. Alors, pratiquement pour terminer l'émission, quand on voit comme ça c'est bref, on comprend une chose, c'est que le déconfinement se profile. Mais on a compris qu'il y a un après Covid-19. Ce ne sera plus comme avant. Ce ne sera jamais plus comme avant, selon vous? Oui, il faut prendre ses précautions. Est-ce que vous êtes en contact avec des volleyeurs et des volleyeuses, des handballeurs et des handballeuses? Comment ils vivent justement ce confinement et cet arrêt pratiquement de la saison, puisqu'on parle d'une reprise pour le foot, mais pas pour les autres disciplines? Ah non, je ne suis pas en contact avec les... Non. Vous avez coupé avec... Ah oui, c'était une autre génération, c'est pas... Nous, par contre, on a pu être en contact les unes aux autres, même avec les garçons aussi. Je dis les garçons parce qu'on était toujours ensemble. C'est toujours grâce à l'amicale des handballeurs. Voilà, nous, on n'a pas d'amicale. Oui, des festivités, il y a eu des événements, il y a eu nous rassembler, on s'est revus. D'ailleurs, c'est ce que disaient les volleyeurs, les volleyeuses, les basketteurs. Pourquoi nous, on n'a pas une association comme la nôtre? Nous, c'est Aziz Darouaz qui a créé ça et on le remercie pour ça. Justement, on va profiter de la présence de M. Guemerich, puisqu'il parle justement de ce renouveau dans le monde du sport d'une manière générale. Est-ce que vous êtes prête justement, si on fait appel à vous, à faire profiter les gens de votre expérience? Oui, pas de souci. On est à la retraite. Moi, je suis dentiste de profession. Et ça fait 7 ans que je suis à la retraite. Bon, je ne me suis pas arrêtée. Bon, je fais du fitness maintenant. Oui, on fait du sport. Voilà, on fait du sport. On ne peut pas s'arrêter maintenant, ce n'est pas possible. Mais c'est-à-dire qu'on est disponible, on a beaucoup de temps libre. Très bien. Et si vous deviez conclure l'émission, vous diriez quoi? Qu'est-ce que vous souhaiteriez d'une manière générale pour le sport et pour le volleyball vous concernant? J'en sais rien.
Ça fait longtemps que j'ai coupé avec le monde du volley. On sent beaucoup d'amertume chez vous. Hein. Oui, oui, parce que vraiment, on a passé de très, très bons moments, de très bons souvenirs. C'était une famille, c'était pas... Voilà. On a appris beaucoup de choses en sport. Oui. On était jeunes quand on était en équipe nationale. Mettons, c'est-à-dire on a appris à vivre ensemble, À partager. Vraiment, c'était... Oui. Très bien. Moi, Vos ce que souhaits, vos souhaits Mon souhait, c'est de voir les équipes nationales actuellement, le sport algérien en général, toutes disciplines confondues, qu'il relève le niveau. Je demande ça aux autorités, je demande ça aux chercheurs et aux spécialistes. Ils viennent dénoncer, ils viennent de parler de chercheurs, de l'ISTS, de docteurs. On les veut sur le terrain. Voilà ce que je demande. Il ne faut pas qu'ils restent dans les bureaux, là, au ministère, là. On les veut sur le terrain. Qu'il y ait plus c'est-à-dire de présence. Plus de présence sur le terrain et plus d'amour, de patrie. Il y en a marre du matériel c'est-à-dire qu'il travaille. On a compris. Alors, Monsieur Guemerich, pour conclure, vous aussi, est-ce que vous êtes optimiste? Déjà, le fait d'avoir un agrément pour votre association et de relancer comme ça des chantiers tels que les laboratoires de recherche, est-ce qu'en 30 secondes, vous pourriez nous dire à quel point vous pourriez justement être optimiste quant à l'avenir du football et du sport d'une manière générale? Non, on est toujours optimiste, puisque c'est notre métier. Vous sentez qu'il y a une ère nouvelle qui se profile? Oui, tout à fait. Il y a une ère nouvelle et puis il y a une volonté politique pour changer. Hein. C'est aux acteurs du mouvement sportif d'être présents. Ouais. Voilà, c'est aussi simple Très bien. que... Donc, je termine pour notre Très association, rapidement, on compte aujourd'hui 3000 entraîneurs au niveau national et international, mais ces entraîneurs, on doit les accompagner et les structurer et leur donner la place qu'il faut conformément à la réglementation en Algérie et la réglementation internationale. Moi, on ne peut pas les priver. Hein, en cette période où on demande un petit peu à ce qu'on participe dans le renouveau au niveau dans le monde du sport. Moi, je suis sûr que ça intéresserait beaucoup notre ami Hakim Kcherout lors de la reprise de son émission Canal Foot de vous inviter et de reparler justement de cette association et de ses objectifs et de ses missions aussi. Mesdames, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. J'espère que ce n'est pas la dernière. Hein. Très bien. Et merci à vous, Monsieur Guemerich. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Salam.